Tout ce que je voulais éviter. 100%, bravo. Hey. Hey, you need to help us push, bro. Sorry. You okay? Alright. Bon bah bienvenue dans ce live numéro 150 en direct de SoCal Franchise Los Angeles. C'est un petit message pour Greg. Donc Greg, tu vois, il fonctionne ton quad. Je peux enlever ça s'il te plaît, hein? Merci. Ouh, bah voilà, c'était une belle entrée en matière, donc en fait on avait prévu... Greg, tu vas kiffer. Ouais. T'as remis ton micro en route? Ah, come on. Ah, c'est toi ça. Bien. Donc bienvenue, comme je disais tout à l'heure, bienvenue dans ce live numéro 150. Donc c'est un anniversaire. Aujourd'hui, effectivement, le 150e live. Donc ça se fête et c'est mon birthday et l'anniversaire aussi de Jérémy. Jérémy, joyeux anniversaire. Birthday boy. Vrai, les birthday boys together. Salut les copains, bon bah je suis un peu essoufflé parce que c'est du sport. Hein. Puis ça fait bien des années que j'étais pas monté sur une machine. Alors ça fait du bien, hein, ça. Alors celui-ci, il a une particularité, c'est que c'est un 88, donc c'est un ancêtre, on peut dire, mais c'est le seul 500 deux temps qui était sorti. Ah, c'est très rare, c'est très peu. Il y en a eu quelques-uns en Europe, en France, mais c'est quand même assez rare. Ici, il y en avait évidemment eu beaucoup plus de vendus. Et c'est le Banshee, ceux qui connaissent un peu le quad, c'est le Banshee Killer ou le Quadzilla, parce que comme dit Charlie, c'est le plus gros deux temps qui s'est jamais fait en quad. Et c'est sportif, donc c'est quand même une conception assez ancienne. Mais franchement, c'est fun. Le deux temps, grosse cylindrée, il n'y a rien à dire, ça réagit, ça a du punch. C'est très sympa. Ça change du 4 temps. 4 temps, ça se comporte vraiment différemment. Mais là, le deux temps, c'est vraiment une machine fun. C'est vraiment rigolo. Et ça tire. Monocylindre. Là, il faut des bras. Pour le tenir longtemps, il faut des bras. C'est quand même puissant. Mais je me suis bien marré. C'est cool. Bien. Ouais, bah déjà le bruit, il est exceptionnel. Vraiment, c'est quelque chose. Il déconne pas. Deux temps, c'est toujours un peu pointilleux. Tu sais, les réglages carburation et tout. Des fois, tu as des bugs, des trucs. Celui-là, il répond au quart de tour et tout. Il marche super bien. Non, super. Bah, c'est notre premier quad. C'est le premier quad qu'on exporte. Donc, s'il y a des gens qui veulent des motocross, des quads, des motos anciennes, etc., n'hésitez pas à faire appel à nous. On peut aller faire le boulot. Là, en l'occurrence, c'est Alex qui a été parce que Alex, c'est un quadeur. Donc, Alex a été faire la visio comme on fait d'habitude avec le client et vérifier que tout était OK. Bon, là, l'avantage, c'est qu'il a pu vérifier que le travail avait été fait. Parce que parfois, on annonce, ils mettent un coup de peinture, ils disent que c'est neuf. Mais là, donc là, on voit que
Hein, la démo a suffi pour montrer que... La compression est bonne, hein, parce que pour le démarrer, démarrer c'est ça. Et là, j'ai pas de botte. Ce genre de machine, à démarrer sans botte, tu reprends un retour de kick, tu le sens passer, quoi. Donc j'ai pris tous les risques pour vous donner du plaisir et du bonheur, les amis. Bien, et écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enchaîner avec les trucs qu'on a à présenter aujourd'hui. Donc, parmi les réjouissances au programme, comme on vous a dit dans la petite vidéo d'introduction tout à l'heure, on va vous montrer cette Chevy 56 dans le détail. Donc, c'est une Two-Ten. Donc, c'est comme la Bel Air, mais c'est la version en dessous de la Bel Air, la Two-Ten, avec ce qu'ils appellent les postes. Donc, c'est les montants de fenêtres. Voilà, donc ça, cette voiture-là, on l'a mis sur le pont pour que vous voyez ce que c'est qu'une voiture de 1956. Un seul propriétaire. On a le petit title que je vais vous montrer aussi. Donc, et ensuite, on la baissera et on ira faire un petit tour. Là, on peut dire une voiture dans son jus. Ouais, incroyable. Yes. Bon micro, Alex? Ah, micro. Qu'est-ce qui se passe? On ne m'entend plus encore. C'est vrai, à chaque fois, on me coupe le sifflet. Bah, il s'éteint, monsieur, le micro. Je vois plus avoir de batterie. Fais-moi voir. Et je l'avais allumé. Tu vois, plus de batterie. Ah bah voilà, bah attends, bouge pas, je vais... Tu veux des batteries? Mais bien sûr. Désolé, un petit incident technique. Eh ben accompagnez-nous, comme ça vous nous entendrez. Je vais chercher des petites piles. Oui, la dernière fois, on avait changé toutes les piles sauf les tiennes. Bah voilà. Et voilà. Et voilà. Un copain le gorille. Gorilla. Ouais, enfin, c'est... On n'a pas eu le temps de faire le rangement. Hein. Ça va, Charlie Boy? Oh, non. Charlie Boy et Cali. Allez. Je vais donner ça à Alex et on va continuer. Tiens. Merci. Allez, continue. C'est une gentille fifi, ça. Allez, on continue. Donc, aujourd'hui, de retour au niveau au programme, après cette 56, on va vous montrer le travail de notre ami Rimo qui est en train de faire le traitement céramique de la 67 GTA. Donc ça, celle-ci, pour ceux qui suivent les lives, vous l'avez vu dans plein d'états différents. Rhino. Relève-le s'il te plaît, j'ai le traitement céramique en train de me buzzer là. Rhino. Ça aurait été drôle. Attends. Ça va? Ouais, ça va, désolé, je peux pas vraiment. Voilà. Tiens, reste à côté de lui pour le micro, s'il te plaît. Allez, vas-y, explique-nous un peu Rimo là, parce que là, moi, je suis curieux. Oh là. Allez, ouais, bah j'essaye, tu vois, de trouver un siège, mais le pneu. Bon bah du coup, alors, vas-y. donc j'ai poli la voiture au complet. Il y avait quelques petites rayures. Et donc je l'ai toute préparée. Désolé, c'est pas évident de parler en même temps que je fais quelque chose. Et là, donc après, j'ai décontaminé la voiture à l'alcool. 3 fois. Ensuite, j'ai nettoyé avec un produit spécial qui permet d'activer la céramique sur le vernis. Et là, en fait, je suis en train de faire panneau par panneau en m'arrêtant aux arêtes de carrosserie. Parce que là, en fait, la céramique, le fait de rajouter la couche de céramique, ça rajoute de la profondeur à la couleur. Donc il faut vraiment s'arrêter, aller dans le sens de la carrosserie et s'arrêter aux lignes de carrosserie sans que ça redescende. Sinon, il y a des risques qu'on voit une différence de couleur. Donc, Ah ouais, carrément. Tu m'expliquais qu'en fait la céramique agit comme un miroir, une glace en fait, et du coup ça fait ressortir les pigments et la teinte change en fait, c'est ça. Ouais. Donc si jamais je m'arrête au milieu d'un panneau, ou si je m'arrête, si je ne vais pas dans le sens des lignes de carrosserie, il y a des chances que la couleur ça fasse des effets un peu, comme on dirait, blotchy, parce que c'est pas évident à voir. Marbré un peu, c'est ça. Voilà. Donc il faut vraiment. Donc là je l'applique. Normalement c'est bien important de porter un masque. Hein. Parce que c'est toxique, hein, j'imagine. Ouais, ça chlingue. Et donc là ensuite, une fois que j'ai fait ça, voilà, donc là c'est bon. Là je vais la laisser sécher. Donc là le problème c'est que là il commence de faire de plus en plus chaud. Donc il faut que je regarde les temps de. Enfin je regarde en fait quand le traitement céramique commence à faire un effet pétrole, tu sais, comme quand tu mets de l'essence par terre, là il faut l'essuyer. Donc là j'attends. C'est pour ça que l'autre problème c'est quand on commence, une fois que j'ai ouvert la bouteille, on remet le bouchon à chaque application. Mais en fait, le fait qu'il y ait de l'oxygène dedans, ça commence à s'activer. Ouais. Donc là, en fait, je peux pas m'arrêter jusqu'à ce que j'ai fini la voiture. Et à la fin, quand j'aurai fini, tout ça, il faut que j'aille assez vite. On voit déjà qu'elle commence tout.
on voit qu'elle commence à devenir un peu plus opaque. Trouble. Ouais. Ouais. Donc là, c'est pour ça qu'il faut vraiment aller vite. Ok. Parce que sinon, et donc là, je fais vraiment chaque portion. Je fais chaque portion comme ça. Si jamais, admettons, la céramique, là, je fais tout le côté. Et comme elle devient de plus en plus opaque, il ne faudrait pas que je fasse, que je fasse les panneaux, genre, il faut vraiment que je fasse le bloc avant, ça d'un coup, parce que la couleur va être légèrement différente. Mais enfin, c'est impossible à voir, mais moi, je le verrai. Et donc voilà, ensuite, une fois que c'est appliqué comme ça, c'est bien important, la laisser sécher 24 heures, surtout pas de soleil. Pas d'eau, évidemment de la poussière, il y a de la poussière qui va tomber, mais ça, il n'y a aucun risque. Je veux dire, ça va pas coller, c'est pas comme si c'était. C'est comme un Gremlins, quoi. Faut pas lui donner de l'eau après une certaine heure. Là, c'est pas. Donc là, je vois que ça commence à sécher. Ok. Bon, on va le laisser bosser. Hein, merci pour les explanations. Ouais, c'est dur d'expliquer en étant concentré. Ok, alors du coup, aujourd'hui, donc, si tu veux, pendant qu'on est là, on va parler un petit peu de la caisse de Jean-François. Donc les petits trucs en cours. Ensuite, on pourra jumper sur la 56. Aussi, on a un petit update à montrer sur la Camaro 69. Et après, on prendra les caisses pour aller faire un petit tour. Ok. Voilà. Donc celle-ci. Donc la voiture de Jean-François, c'est une voiture qui est globalement dans un bon état, tu vois, qui est pareil, qui est une voiture qui a été, qui roule, dont la personne se servait. Donc, mais bon, toutefois, il y a toujours des petites bricoles. Donc là, on fait vraiment des petits ajustements pour que ça soit vraiment bien. Je lui change les petits caoutchoucs, les cylindres blocs de Shackles, comme on appelle ça ici. Ouais. Donc c'est je sais pas comment dire, les articulations de lame arrière en fait. Ok. Donc les caoutchoucs commencent à vraiment être fatigués, donc ça on va les changer. Les freins sont en bon état, les mâchoires, tout ce qui est ressort et tout ça c'est nickel. Les cylindres ne fuient pas, mais ils sont rouillés. Donc les pistons dedans, il y a de l'oxydation, c'est rouillé, donc ça risque de poser un problème au niveau du fonctionnement du cylindre de roue. Donc je préfère lui changer, j'ai bien tout lui nettoyer, lui régler les tambours. Comme ça c'est fait. Après du reste, il y avait déjà eu beaucoup de frais de fait, les amortisseurs avaient déjà été changés, le flexi-barrière avait déjà été changé, les échappements sont tout neufs. Ensuite, niveau train avant, la direction, c'est pareil, les biellettes elles étaient d'époque, quoi, on va dire. Peut-être pas d'époque, mais elles avaient peut-être été changées il y a longtemps. Et du coup, on avait vraiment des points durs dans les rotules, on le sent bien. Hein. Donc les rotules, elles travaillent d'une certaine façon, mais au bout d'un certain moment, il y a un point dur, là on le voit bien. Quoi. Ouais. Donc s'il y a un point dur, moi je préfère changer. Donc surtout que c'est la direction. Donc je lui ai changé la direction, donc biellette intérieure, extérieure, les petits bras de réglage et le fameux idler arm. Le truc qui prend toujours du jeu sur les Mustangs parce que de conception, c'est un cylindre bloc. Puis ça finit par s'user, la rotule, tout ça, donc j'ai mis un neuf. Et puis voilà, les dernières pièces qui vont rester à monter, donc les fameux cylindres de roue, les fameuses perches, donc c'est ce qui supporte le ressort de suspension à l'avant sur le triangle. Donc ça c'est pareil, les triangles n'ont pas de jeu, ils sont dans leur jus, mais je ne vais pas les changer, je ne vais pas tout changer non plus. Mais les perches sont vraiment, c'est ce qui vraiment prend le plus dans la tronche, parce que c'est là-dessus qu'il y a le poids de la voiture. Et à force des années de travailler, le cylindre bloc qui est là, il finit par se désintégrer. Donc je vais lui changer ça. Et puis les fameux shackles dont je parlais tout à l'heure de lame de suspension arrière. Voilà, il ne reste plus que ça à faire dessus. On lui remettra de l'huile dans le moteur. Ça fait une petite vidange. Hein. Les courroies, on a fait. Quoi d'autre plein de petits trucs d'ici de là, quoi. Mais franchement, celle-ci nécessitait pas une somme importante vraiment de travail. C'était vraiment des derniers petits détails pour que ça soit vraiment bien. Ok, intéressant. Voilà. Donc là, j'ai vu, Jenny m'a fait signe, il y a une question qui a été posée. Donc, pour dire qu'on a déjà dit dans des précédentes vidéos qu'il y avait des marges de négociation lors des achats de véhicules. Donc, en fait, nous, on procède de deux façons. Soit on a des véhicules en stock, c'est-à-dire on stocke les voitures qui sont les plus demandées et qui sont les plus sur lesquelles, en général, les voitures qui restent en annonce 1 jour, 2 jours maximum, c'est-à-dire les Mustangs dans cet état-là. Dès qu'on en voit une belle, on l'achète. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, et là, ça va être l'exemple, par exemple, de la Chevy 56, c'est quelqu'un comme Marc qui m'envoie l'annonce et qui me dit « Ah, j'ai repéré ça dans les annonces. Est-ce que les gars, vous pouvez aller la voir pour me dire si elle correspond vraiment à l'annonce, qu'est-ce qu'il y a éventuellement qui pourrait être problématique, etc. » Donc, dans ces cas-là, il y a plusieurs cas de figure. Si c'est une voiture qui a été en annonce depuis longtemps et que le vendeur a du mal à la vendre, forcément, on a un poids supplémentaire pour dire « Attention, là, t'en veux peut-être un peu trop, ou on a repéré tel et tel truc à faire dessus, ce qui nous permet de négocier pour le client. » Parfois, c'est l'inverse. Le gars me dit, voilà, regarde, j'ai été harcelé de messages, comme là, par exemple, sur Marketplace. Ça arrive donc sur Marketplace Facebook ou sur Craigslist, ceux qui veulent aller voir. Vous allez voir qu'en fait,
bah, là, dans certains cas, tu as le vendeur qui te dit « Oh, j'ai été harcelé, il y a des gens qui viennent tout à l'heure, il y a des gens... Oh là là !» Et quand tu vois ça, parfois ça peut être du pipeau, mais quand tu vois une caisse qui est en super état, qui est bien placée en prix et qui en a très peu en annonce, là, c'est là qu'il faut vraiment se dire « Ok, si on est à peu près dans un prix correct, c'est pas sur le prix que ça va se jouer, c'est sur la rapidité. » Et c'est là aussi que le fait d'être sur place et de pouvoir aller se déplacer et de pouvoir payer tout de suite, repartir avec les documents, la voiture sur la remorque, c'est là que ça fait toute la différence. Surtout avec la période du Covid, puisque maintenant, on ne peut pas forcément se déplacer aussi facilement qu'avant. Donc ça, c'est voilà, pour répondre un petit peu à ta question, il n'y a pas de règle précise. C'est pas, par exemple, tu vois une caisse à 23, je la paye 20. C'est sûr. Non. Tu peux, et ça nous est même déjà arrivé de se faire souffler des deals par des gens qui arrivent et qui donnent plus. Et ça, c'est un truc qu'on déteste et qui ne se fait pas. Si vous vendez votre voiture, c'est quelque chose qui ne se fait pas. C'est de faire venir plusieurs personnes en même temps. Ça, c'est dans le milieu de la caisse. En tout cas, nous, c'est des choses que je trouve vraiment hyper irrespectueuses pour les gens qui viennent voir la voiture. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment pas recommandé, que les dealers, ce qu'on appelle les dealers, donc les professionnels, ne font pas. Nous, quand on propose une voiture, on ne la propose pas à 50 personnes en même temps, parce qu'on ne veut pas créer des gens qui sont déçus parce que, voilà. Donc, c'est-à-dire qu'on s'engage. Si on s'engage, on le fait tout de suite, rapidement, et comme ça, le deal est scellé. Voilà, c'était juste une petite parenthèse. Merci pour ta question, c'était très intéressant. Allez, on va voir cette Camaro. Alex, si tu as des précisions aussi à amener là-dessus, je sais que dans les voitures anciennes, il y a tellement de choses à vérifier que le prix, c'est une base de départ, mais parfois... Après, il n'y a pas vraiment de règle. Si la voiture elle est placée au juste prix, la personne qui la vend, il sait ce qu'il a. Et généralement, la marge de négociation, elle est nulle. Parce que si par exemple, il y a souvent, on a eu le cas récemment plusieurs fois, la personne voit des voitures qui se vendent 35 000 $, 40 000 $, et se dit bon, bah, j'ai le même modèle, c'est ce que ça vaut, jamais à ce prix-là. Donc là, on est un peu flouté. On se dit bon, bah, une voiture à 35 000 $, 40 000 $, on s'attend à quelque chose de nickel, quoi. Et on arrive, et c'est la louche froide, quoi. Et là, on lui dit bah non, mais là même. Et souvent, il y a un peu un fossé qui se creuse entre le mec qui est au juste prix et le mec qui pense que sa voiture vaut la même chose qu'une belle. Il y a pas de typiquement ce qu'on a vécu la semaine dernière sur les Mustangs qu'on a été voir. On est tombé sur des mecs. Et d'ailleurs, il y en a un qui était vraiment sympa. Il nous a dit ah bah merci, j'avais pas vu ça, etc. Donc on lui a dit, le gars, je sais plus, je crois que le prix c'était 28. Et nous, on lui a dit, nous, même à 22, 23, ça ne nous intéresse pas parce qu'on sait déjà tout ce qu'il va y avoir à faire. Dès l'instant où la voiture, là, c'était une voiture qui était en plaque californienne, mais on a vu qu'elle venait d'ailleurs avant, déjà par le code de là où elle a été fabriquée. Et puis, elle avait aussi un type de rouille qui est très, vraiment typique des voitures qui viennent des autres États. Donc ça nous a tout de suite alerté et on lui a dit, nous, même si le prix était moins élevé, ça ne nous intéresse pas parce que c'est pas nos standards. Donc il n'y a pas qu'une question de prix. Et il faut aussi évaluer rapidement les travaux à faire. Yes. Alors cette Camaro, qu'est-ce qu'on a eu depuis la semaine dernière? Donc la semaine dernière, elle était par terre, si je me souviens bien. Il y avait le moteur qui avait été présenté, donc on ne pouvait pas la lever. Montage à blanc. Là, on fait tout l'assemblage. Rimo serait mieux placé que moi pour en parler. Bon, j'ai bien sûr suivi le dossier. Bon, là, il est occupé avec son traitement céramique. Donc la voiture, là, grossièrement, on est en train de la remonter à blanc. On va lui monter les portières, on va lui monter les ailes, le capot. Comme ça, Rimo peut s'assurer que tous les ouvrants sont ajustés, réglés. S'il y a des modifs à faire, les faire maintenant, avant qu'on commence à faire la tôlerie. Donc là, on va tout assembler à blanc. Il va donc faire les ajustements, la préparation carrosserie, la mise en après, évidemment, une fois que la préparation carrosserie sera faite. Et puis voilà. Et du coup, après, on redémontera tout pour la peindre. Mais au moins, on saura. Bon, il a plein de petites techniques. Je ne vais pas prendre le crédit de ces petites techniques qui sont plutôt ingénieuses. Au moment voulu, si vous en dire plus, il vous en dira plus. Mais c'est vachement intéressant de voir que c'est fait comme ça, enfin, surtout pour vous. Parce que très souvent ici, les mecs qui peignent des voitures, ils les font vite fait et ils montent tout, ils peignent les entrées de porte, ils enlèvent même pas, c'est peint comme ça. Enfin, c'est un peu, là, ça va être vraiment bien fait dans les règles de l'art. Et l'avantage de faire les ajustements avant, c'est que n'y a rien besoin de toucher, quoi. On la monte, tout est réglé, les jours, tout est impeccable. Et une fois que c'est peint, on remonte exactement comme c'était et on a les jours qui sont les mêmes. Il n'y a pas besoin de trifouiller la porte, de la bigner, de faire un éclat dans la nouvelle peinture. Donc c'est assez intéressant. Je vois que même les charnières neuves, il m'a dit, hein, les charnières neuves, parfois c'est 5-6 heures de travail. Non, les pièces Europro, faut savoir que les pièces Europro, c'est des pièces qui sont faites en Asie.
Donc c'est bien d'en avoir parce que on se plaint, ouais, mais c'est toujours mieux que rien. Donc, mais il faut savoir que c'est très peu, c'est jamais le cas en fait que la pièce monte bolt-on comme ça, surtout en pièces de carrosserie. Après, la castillage c'est quand même mieux, tout ce qui est intérieur et tout ça va. Mais tout ce qui est pièces de carrosserie, que ce soit braquetterie, charnière, éléments ouvrants ou tôlerie, très souvent, c'est pas les vrais moules. Les vraies méthodes d'emboutissage qu'ils avaient à l'époque, et c'est vraiment différent. Donc il faut travailler autour, il faut ajuster, et ça nécessite plus de travail que si c'était une pièce d'origine. Je prends exemple la porte était vraiment endommagée, donc on a mis une porte de reproduction, et il va y avoir vraiment beaucoup de travail pour la faire fitter comme celle d'origine, qui sera elle de l'autre côté d'origine. Celle-là, il n'y a quasiment rien besoin d'y faire. Ça monte, pouf, c'est la pièce d'origine. La pièce de repro, il y a un peu des modifs à faire pour que ce soit nickel, quoi. Donc voilà. Ok. Alors ici, on n'avait pas montré la dernière fois le pont. Donc Jenny, tu peux venir voir de ce côté-là, je pense que ce sera plus parlant. Donc tu as le pont avec le nouveau système 4Link et les combinés filetés. Voilà. Donc là, on enlève bien évidemment les lames d'origine et on passe sur un système à 4 barres. Donc le train arrière est beaucoup mieux guidé, puis avec des amortisseurs un peu, je dirais même beaucoup plus performants. Et du coup, la tenue de route va s'en trouver vraiment améliorée. Ça, c'est clair, c'est indéniable, ça fait le jour et la nuit. On est toujours sur du pont rigide, donc la voiture restera toujours joueuse, hein, ça sera toujours un peu marrant. On garde quand même l'esprit un peu de muscle car avec le pont arrière rigide, mais niveau guidage, on est vraiment dans un autre monde. Donc les freins Wilwood et tout, donc là c'est pareil, on l'a monté. Il reste à régler. Là, l'idée c'était de la mettre sur ses roues, parce que comme l'a dit Rimo la semaine dernière, je crois qu'il l'a dit, pour faire les ajustements de carrosserie, il faut avoir la voiture sur ses roues pour que tous les panneaux se mettent à leur place, comme quand la voiture est prête à rouler. Parce qu'on la lève, c'est souvent qu'on voit légèrement les jours de carrosserie qui s'écartent un peu, parce que la voiture a tendance à faire ça. Donc l'idée, c'était de la remettre sur ses roues pour pouvoir monter les panneaux de carrosserie. Sur ses roues provisoires, puisque là, ce que vous voyez, c'est les roues du projet du 49 là-bas. Mais il nous fallait des assez grandes jantes pour pouvoir passer les gros freins. Donc c'est pour ça qu'on a mis celle-ci. Voilà. Très bien. Eh ben, impeccable. Donc certainement... Qu'est-ce qu'on va mettre comme jante? Ça, c'est la grosse question. Ça va être une décision avec Pascal. On va... C'est le client qui va décider, en fait. On va faire un brainstorming, voir quelle est la meilleure option. J'ai déjà quelques idées, mais bon, on n'en est vraiment pas là du tout, quoi. Donc, chaque chose en son temps. Je pense qu'avant de choisir les jantes, il y a un gros boulot. Donc, ça ne sera pas un truc... je pense pas qu'on va partir dans le crazy... le truc genre énorme, comme on peut voir au Sémachauffe, comme on pouvait voir, parce que c'est pareil, c'est monté très haut et c'est déjà en train de redescendre. Je pense qu'on va rester sur des tailles un peu plus standards et certainement plus grand et plus large derrière que devant, ça c'est sûr. Mais après le design de la jante, ça c'est le client qui fera le choix final. Nous on va proposer des idées et puis on verra ce que lui veut installer, quoi. Bien, impeccable. Ouais, c'est cool. C'est cool, mais ça va plus avec un projet d'un autre type. Voilà. Très bien. Donc là, cette Corvette, on avait commencé. Donc Alex a commencé à faire les listes. J'ai fini. Il a fait la liste, pardon. Voilà. Il y a déjà quelques personnes qui se sont manifestées, qui sont intéressées par la voiture. Donc dès qu'on aura la liste avec le prix de ce qu'il y a à faire dessus, les pièces, on vous répondra. S'il y a des gens intéressés, n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit celle-ci ou pour une autre, hein. Bien sûr, comme je vous ai dit, dans notre façon de travailler, on est assez flexible et on essaye d'être assez réactif aussi quand vous nous envoyez une annonce pour téléphoner et essayer d'aller rapidement. Comme là, ça a été le cas pour le quad aussi. On a téléphoné, j'ai insisté pour aller le voir à la pause du midi du vendeur, parce que sinon il aurait fallu attendre après le week-end et il y avait déjà des gens qui étaient prévus de venir le week-end. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois j'essaie d'insister pour y aller avant le week-end. Comme ça on est les premiers, on a le premier shot et quand on arrive avec la possibilité de payer tout de suite, que ce soit en cash parfois ou en chèque de banque très rapidement, ça nous permet d'être ultra réactif. Tiens Jenny, regarde, ici ça c'est pour que Greg voit aussi à l'intérieur de la benne. Alex a ramené aussi les roues. Voilà, les roues pour le sable. Donc pneus à godet et comment on appelle ça à l'avant avec la réunion pneu. Une arête en fait. Ça c'est pour avoir un guidage. Pour guider. Dans le sable, c'est complètement mouvant. Donc c'est un peu comme du ski en fait.
Ouais. Donc l'avantage d'avoir un pneu avec une arête comme ça, c'est que tu gardes la direction et puis les pneus à godet derrière évidemment pour avoir la motricité. Donc honnêtement, j'ai fait longtemps du quad, j'en ai jamais fait dans le sable. J'aurais rêvé de faire le Touquet. Il y a moins de dunes quand même. Hein. Ouais, bah, il y a le Touquet quand même, tu vois. Donc j'aurais vraiment rêvé de rouler sur. Mais bon, je pense que ça arrive. Pourtant, tu ne manques pas de Touquet. Voilà. Donc voilà, c'est cool. Donc il a un petit set de roues sable. Donc je sais pas de quelle région tu es, Greg. Si tu as des plages, ça doit être assez compliqué. Greg, rouler dans le sable en tu France. nous enverras des photos sur Socal Franchise Community de ton quad avec une gerbe de sable derrière et voilà. Très bien. Ok. Alors ensuite, donc ça, on va aller rouler avec. On vous l'a présenté plusieurs fois quand on était en train de travailler dessus. Donc on va aller rouler avec la voiture de Vincent avec ses nouveaux pneus. Voilà, toute jolie, toute belle, prête à partir. Et maintenant, on va vous parler de cette 56. Right there. Donc Alex, je te laisse commencer. Je vais chercher le title. Donc ça, c'est une Chevy Bel Air. Non, pas Bel Air, c'est une Toutan. Donc c'était la version de base de la Bel Air. La version d'entrée de gamme. Et du coup, c'est un exemplaire de 56 dans son jus. Entièrement d'origine. Bon, bien sûr, il y a eu des petits frais de fait. Mais c'est assez cool de voir un Survivor un peu comme ça. Moteur boîte tout d'origine. Il y a la grosse Powerglide en fonte. En fonte taillée dans la masse, taillée dans le bloc de fonte. À la boîte de vitesse, rien que le poids de la boîte. Mais bon, ça c'est dans le domaine de l'increvable. Là, c'est une voiture, donc tout est d'origine. Et je suis sûr que tu peux aller à l'autre bout des États-Unis, tu y emmèneras sans problème. Donc c'est vraiment du costaud. C'est une super base de restauration, tout est sain. Plancher, bas de caisse, support de caisse, tout ça, c'est nickel. Il n'y a rien à dire, quoi. Franchement, c'est la vraie base de restauration que tout le monde rêve de trouver. Et là, je pense qu'il y a moyen de faire vraiment une belle voiture, quoi. Donc ça, c'est le slip rose. Le slip rose. Donc ils appellent ça le pink slip. Donc pour ceux qui suivent, vous avez déjà vu, mais pour ceux qui nous rejoignent, je vous explique. Donc ça, c'est le title. Ça correspond au titre de propriété. Donc aux États-Unis, tu as d'un côté le titre de propriété. Ici, il y a écrit ne pas le garder dans la voiture. Ça, c'est ce que tu gardes au coffre ou chez toi. Et pour rouler tous les jours, tu as ce qu'on appelle la régistration. Et ça, c'est avec la petite vignette qu'on colle tous les ans, ce qui est l'équivalent de la vignette qu'on avait jusque dans les années 80, 90, je ne sais plus, en France. Donc, ce title, le papier que je tiens dans la main, date de 1958. La voiture est un modèle 56. Donc, vraisemblablement, le premier propriétaire l'a acheté à crédit. Donc, pendant 2 ans, c'était la banque qui était propriétaire de la voiture, ou Chevrolet, je ne sais pas. Et quand il a payé sa voiture, Chevrolet ou la banque lui ont envoyé le title, puisque la voiture maintenant lui appartenait. Et donc ce document-là, c'est le document de 1958. Et donc c'est la voiture qui a appartenu au même propriétaire, qui s'appelait monsieur Robert McRoy. C'est un monsieur de 94 ans. Et sa voiture, il l'a gardée depuis le premier jour dans son garage. Et donc c'est pour ça qu'elle est dans cet état absolument incroyable. Elle a peut-être été repeinte par endroit à un moment dans sa vie, mais alors il y a très très longtemps. Elle a une patine incroyable. Et il continue à rouler et vous allez voir. Donc là, elle est froide, hein, on peut toucher collecteur d'échappement. Hein, la voiture, elle est froide. Je l'ai montré tout à l'heure à Marc, son nouveau propriétaire. Et donc, on va la descendre, on va la démarrer et on va aller rouler avec. Et vous allez voir, c'est quand même assez impressionnant de se dire qu'il y a encore des voitures comme ça en circulation, de plus en plus rares. Mais notre boulot, c'est de les dénicher et de les expertiser pour vous. Voilà, Alex, je te laisse descendre la voiture. Je vais ranger ça parce que c'est... Donc ça, c'est le petit V8. Donc d'époque, c'est le 265 CI. Ça correspond à peu près à 4 litres 3, non? Un truc comme ça, Alex? 265. Ouais, le 289, c'est un 4 litres 7. Chez Ford, là, je crois que c'est le 265. Ouais, on doit être dans 4 litres 3, il me semble, un truc comme ça. V8, boîte automatique 2 vitesses.
Alors, eh ben vas-y, tu lui poses directement. Je vais à côté de Rimo pour la réponse. Rimo, on a une petite question pour toi avant qu'on parte. Voilà. Ma femme va à 65. Parce que j'arrive. Présente quelques rares et discrètes petites écailles de peinture. Alors attends, est-ce que je peux lui faire un traitement céramique ou une petite maxienne? Alors s'il y a des éclats déjà sur la peinture, des road chips ou des trucs comme ça. Oui, on peut toujours faire un traitement céramique. Le problème, c'est que tous les défauts avec un traitement céramique, ça apparaît encore plus. Je veux dire, oui, ça n'empêche pas, mais l'idéal, c'est de faire réparer tous les éclats et tous les défauts avant. Mais ça n'empêche pas, oui, juste pour la protéger, oui, il n'y a pas de problème. Parce que j'ai vu aussi, il y a des gens qui demandaient combien ça coûtait. Donc selon le nombre d'étapes qu'il fait, etc., on est à peu près dans les 2000 $, parfois plus. En France, je crois que ça coûte entre 2000 et 2500 €. Donc là, avec le change dollar, c'est un petit peu moins élevé. Mais ça dépend, comme tu expliquais, tu avais déjà expliqué pour les premiers trucs. Là, par exemple, c'est 3 jours de boulot à toute la journée avec vraiment des étapes. À 10 heures. Ouais. C'est 30 heures. Ouais. Et par exemple, sur le capot, il y avait une rayure qui était, en fait, qu'on voyait pas trop avant que tu commences à la polir. Voilà. Et en fait, qui est apparue et du coup, tu as passé pas mal de temps à. Faut que je reste à côté de lui pour entendre la réponse. Le problème, c'est que ça, c'est une autre chose. Quand il y a des rayures profondes, je peux les enlever. Ce qui est difficile avec des projets comme ça, on sait qu'elle a été repeinte, mais je ne sais pas qui l'a repeinte, donc combien de couches de vernis il y a. Donc ça prend. Si c'était une voiture que moi, admettons, j'avais peinte, je sais qu'il y a 4 couches de vernis et qu'il y a une rayure à enlever, bon, je sais que j'ai du matériel. Là, le problème que j'avais avec le capot, et l'aile aussi avait une grosse rayure, mais le capot, c'était vraiment sur toute la longueur. Ouais, c'est ouf. Donc là, il fallait que je pense à l'eau, donc je commence 800, 1000, 1200, 1500, 2000, 3000. Et c'était à chaque. Enfin, tu mets 2-3 coups de papier et t'essuies, parce que je sais pas le matériel qui reste. Et après, le polissage, c'est pareil. Ouais. Donc c'est dur de donner un prix. Tu vois, ça commence à 2000, mais après, si je peux passer. Si la voiture, admettons, avait genre des rayures comme ça partout, et après, c'est un risque que je prends aussi. Enlever la rayure. Si jamais je défonce en polissant, faut que je repeigne le capot. Donc, mais bon, vous pouvez faire un traitement céramique s'il y a des rayures. Le seul problème, les rayures, c'est que ça va se voir. Ça se verra plus. Deux fois plus. Mais le reste du véhicule est protégé. Ok, merci. On espère avoir répondu à la question. Super. Et Alex, comme je suis le birthday boy, je vais m'offrir le petit tour dans la cheville. Allez. On va démarrer les caisses. C'est ouvert, on va pouvoir y aller. Rimo, bon courage pour la suite. Et puis, je vais chercher les lunettes de soleil, non? Toi aussi? C'est obligatoire ici. Sinon, tu as la rétine qui est brûlée. C'est vrai que non, ça tape vraiment. Le soleil, ici, la lunette, c'est... ce qui est drôle, c'est que tu rentres en France, tu as l'habitude, tu as toujours la paire de lunettes sur le nez. Donc, tu arrives en France, tu mets les lunettes, tu fais... Ouais, non. C'est l'inconvénient de la Californie. Obligé d'avoir des lunettes. Ça tombe bien, j'adore les lunettes. Waouh, ça c'est une belle Mustang. Celle-là, elle est jolie. Et voilà, cette petite caisse qui démarre au quart de tour. C'est incroyable, cette 56. Donc il n'y a pas de DA sur cette voiture, mais la direction n'est pas lourde. Il y a un grand volant. Alors il y a une petite particularité ici au niveau du shifting, c'est que contrairement à la plupart des autres boîtes auto, c'est parking neutre, drive, et après l'eau pour la bloquer en première, si on a besoin de la bloquer en première, et la marche arrière est tout en bas. Je vous montrerai quand je serai avec nous dans la voiture. Go ahead. Toujours. Je monte avec Charlie.
Regarde ça. Bouchon de réservoir ici dans le feu arrière. Hop. Et là. Et voilà, ni vu ni connu. Donc là aujourd'hui on a un ami américain qui est venu, qui va nous donner un coup de main pour les vidéos. This is Robert. Bonjour tout le monde. Ah, you know a little bit of French? Yeah. Hein? Ouais, un peu. Et ben voilà. Yeah. Donc bienvenue à Robert, you're gonna hear a lot of French. Je suis prêt. T'es prêt? Ouais. Voilà. Donc Robert va nous accompagner. Tout à l'heure il y a Karim qui va venir aussi. Et puis on a des nouveaux petits projets vidéo à vous soumettre. Vous nous direz ce que vous en pensez. Jennifer. Thanks man. Donc ça Jenny, tu peux filmer ici. Ça c'est un distributeur à Kleenex. Incroyable. Yes. Je demande à Alex s'il a éteint le micro. Alex? Allez, c'est parti. Donc regardez. C'est des blocs. Ouais. C'est. Alors regarde ici. Donc, ce que je disais tout à l'heure, en fait, pour aller en drive, c'est juste après le neutre, directement le drive. Alors que d'habitude, il y a la marche arrière entre les deux. Donc là, hop, clac, et on est parti. Donc là, il y a des freins à tambour assistés. Et je peux vous dire que ça freine. Faut s'habituer. Donc, Marc, tu feras attention quand tu vas appliquer une pression sur la pédale la première fois. Parce qu'il faut vraiment y aller gentiment. Donc voilà, comme disait Alex, c'est assez impressionnant parce que c'est une voiture en fait avec laquelle tu as vraiment envie de rouler, de cruiser. Alors il va avoir le ciel de toit à reprendre, hein. Comme vous voyez, le ciel de toit il est d'époque. Ça c'est pareil, de 56. La sellerie a été refaite juste au niveau des sièges avant-arrière. Mais pas les panneaux de porte. Les panneaux de porte sont d'origine, sont d'époque. Tout le tableau de bord, le volant, tous les chromes, l'accastillage, le petit truc Chevrolet, là, on a vraiment l'impression que c'est... Là, on a l'impression qu'on est en train de conduire un jukebox. Donc voilà, les clignotants marchent. On a fait un petit check quand même sur le pont pour vérifier que la voiture était sûre pour aller se promener avec en toute sécurité. Voilà, même les wipers, comment on appelle ça, les essuie-glaces fonctionnent. Le klaxon. Voilà, et puis c'est vraiment... c'est la génération d'avant l'Impala que vous avez apprécié, l'Impala de notre ami Thierry. Donc pendant que je suis là, que je suis seul et qu'on se promène, je voudrais vous remercier pour tous vos messages d'anniversaire. Ça me fait vraiment super plaisir. J'ai pas pu tout consulter ce matin parce qu'au réveil, il a fallu que je vienne ici assez tôt pour tout préparer pour le live comme d'habitude. Mais dans le week-end, je regarderai un petit peu et je tâcherai de vous répondre. Je sais qu'avec Facebook, au-delà d'un certain nombre de messages, on a du mal à ne serait-ce que les charger, on les voit même pas. Donc ne soyez pas, ne m'en veuillez pas si je ne vous réponds pas. En tout cas, j'apprécie vraiment beaucoup. Voilà. Tu vois, c'est spacieux. Non, j'ai rien prévu de spécial. En fait, le temps, bah non, là pas ce week-end. Ce week-end, ça passe tellement vite. Et en plus de ça, on a beaucoup de trucs qui sont en train de se passer avec le projet de la Turbo 3. Donc, on a énormément de gens qui se sont renseignés. On a des centaines de mails à traiter sur les réseaux de légendes automobiles. Donc là, on est quasiment à une semaine du reveal. On n'a absolument jamais vu ça. C'est ah, attends, faut que je m'arrête. J'ai le coffre qui n'est pas fermé. Hop. Hop là.
vérifier dans le coffre, mais je vais le fermer tout de suite. Voilà. Excusez-moi. Donc je disais, grâce à ce qui s'est passé là, cette semaine, on a été partagé par énormément de journalistes, de toute la presse spécialisée, et un peu partout dans le monde, la Turbo 3 arrivait sur les feeds de tout le monde, dès que j'ai reçu énormément de messages de gens qui m'ont dit je suis même pas abonné à des pages de voitures et je reçois des news à propos de la caisse. Tiens, tu peux filmer aussi cette merveille. Voilà. Donc c'est quelque chose d'absolument incroyable. Je voudrais encore féliciter notre ami Alain Derosier qui a signé le design de la Renault 5 Turbo 3, la légende automobile. Voilà, on est vraiment pressé de lancer ce travail assez incroyable qui nous attend avec l'équipe ici de Socal Franchise à Los Angeles, Blood Motorsport qui est à Lyon et qui vient s'installer ici à Los Angeles, mon ami Marc, mon cousin Brice aussi qui va nous aider pour la partie du financement. On a beaucoup de trucs. Donc pour vous donner un petit update sur la voiture, il y a beaucoup de gens qui pensent que la voiture existe déjà, ce qui n'est pas le cas. La voiture pour l'instant, ce que vous avez vu, c'est un rendu 3D. Et la deuxième phase, ça va être la construction du prototype. Donc avant qu'on puisse vous donner plus d'informations, on ne sait pas combien est-ce qu'on va pouvoir en produire dans un premier temps. On ne sait pas combien de temps ça va mettre avant qu'elle soit proposée à la vente. Tout ça, abonnez-vous sur nos réseaux, suivez un petit peu la page et vous aurez des informations au fur et à mesure. Bien entendu, l'objectif, c'est de faire un prototype qui soit le plus proche possible de la voiture de production pour essayer de faire face à tous les problèmes éventuels qu'on pourrait rencontrer quand on fabrique une caisse comme ça. Donc ça, c'est la première phase. Et en parallèle, on va travailler sur l'unité de production ici, le nombre de voitures que vraisemblablement on va pouvoir faire. Alors pour vous donner une idée, parce qu'il y a beaucoup de gens, j'ai pas pu répondre encore à tout le monde, et pourtant on est beaucoup à travailler sur ce projet, on n'a pas pu répondre encore à tout le monde, mais pour vous donner une idée, on sera vraiment dans la veine de Singer, dans le type de finition, comme vous avez certainement vu pour ceux qui s'intéressent aux voitures très particulières, la voiture de Automobili Amos, qui est une Lancia Delta entièrement refaite, tout en carbone aussi. Voilà, c'est ce genre de voiture. La P1800S faite par Sian, donc c'est la Volvo, faite par le service, le département course de Volvo, sont vraiment des voitures qu'on a envie de faire comme étant des caisses vraiment exceptionnelles. Donc ça va prendre du temps, bien entendu. Le prix sera en fonction de tout ce que ça va représenter comme travail et comme investissement pour pouvoir sortir une caisse comme ça. Mais on vous tiendra au courant, bien entendu, au fur et à mesure de l'avancée. C'est vraiment une très grosse aventure. Voilà, j'ai vu tout à l'heure quelqu'un dans les commentaires demander un petit peu plus de précision sur cette caisse-là. Voilà, c'est le rêve en fait d'une bande de potes. Et on s'est rencontrés à LA, c'est pour ça qu'on a appelé la voiture, la marque Légende Automobile LA. Et on avait vraiment voulu essayer de s'approcher de ce qui se fait de mieux dans le domaine automobile. Et comme on est français, on a choisi une base française. On aurait pu partir sur une Porsche ou sur d'autres types. Ça a vraiment été fait. Et donc on a choisi de faire la Renault 5. On a tous, dans le team, on a tous vraiment une attache particulière avec la Renault 5 Turbo. Et donc voilà, on est super content de pouvoir lancer ce truc-là. Et surtout, absolument, on est halluciné par l'accueil de la caisse. C'est incroyable, ça dépasse tout ce qu'on pouvait espérer. Voilà pour la petite parenthèse sur la Turbo 3. Je pense qu'on va s'arrêter pour que tu puisses monter avec Alex pour avoir... Non, yes, voilà. Hop, comme ça tu vas pouvoir monter avec Alex, il va te donner ses impressions. Moi au niveau des impressions de conduite,
comme vous avez compris, c'est une voiture qui, malgré son âge, roule super bien. Pas de vibration dans le volant. Le freinage est vraiment super. Est-ce que tu as été contacté par Renault, entre parenthèses? Alors Renault, il y a beaucoup de gens de chez Renault qui nous ont félicités pour le projet. Donc là, pour l'instant, c'est certainement un petit peu tôt. Mais beaucoup de gens chez Renault ont entendu parler du projet, l'ont vu forcément. Et on n'a que des retours positifs. Donc on est vraiment très contents. À toutes. T'as rallumé ton micro? Ouais. Est-ce que vous m'entendez les amis? Est-ce que vous m'entendez? De retour dans cette magnifique Mustang Fastback. T'as vu comme on est bien? Air conditionné. Ah oui, j'avoue. Hein? T'as vu ça? C'est cool hein? Tiens, je t'en mets un peu. Allez. Hop, un petit peu pour moi, un petit peu pour toi. Voilà. Partage. Donc super cool voiture. Moi j'adore la conduire. Elle est vraiment agréable. Ah oui, ça balance du fou, hein? Ouais. Non, super cool, tout original. L'ambiance à bord est vraiment cool. Donc voilà. On va vous faire un petit tour de Fastback. Donc c'est normal, les vieux compresseurs. Les gens, je les vois arriver, il y a un bruit, ouais mais c'est normal, c'est compresseur de clim. Les vieux compresseurs de clim comme ça sont assez bruyants quand ils sont en route, on entend une espèce de bruit de roulement. Et c'est un peu normal. Elles font tout ça, donc il n'y a pas de souci avec ça. Voilà du punch. La Bel Air 56 malheureusement on ne peut pas suivre la Mustang. Hein. C'est une petite caisse sympa, affûtée, très saine en châssis, j'aime bien. La direction est précise, c'est la direction d'origine. Et je la trouve quand même assez réactive, c'est assez agréable. D'où la nécessité d'avoir une direction, même si elle est d'origine, en bon état. Ça permet d'avoir quand même une bonne réactivité, vraiment cool. Instrumentation, tout fonctionne. Rien à dire, impeccable. Pare-soleil. Vincent te remercie pour le soin apporté à sa voiture. Bah écoute Vincent, j'ai fait le max, hein, comme toujours. Ça reste des vieilles autos, donc nous on fait le max pour les bichonner. Et moi j'adore ta voiture, je la trouve super cool, vraiment originale, agréable à conduire. Puis elle a du punch, elle a du répondant. Donc pour doubler, tu vois, il y a du punch, c'est assez cool. Et ça se conduit, elle se conduit vraiment comme une voiture, je dirais, moderne. Et c'est assez sympa. Ça roule nickel, quoi. Tu peux rouler, aller où tu veux. Aller à Deauville, je sais pas de quelle région tu es, au bord de la plage ou dans la montagne, ou peu importe. C'est fait pour rouler. J'y vais doucement, je ne veux pas brusquer la caméra woman. Donc les voitures, je les pousse un peu, bon je les matraque pas non plus, mais j'appuie pour voir si tout va bien. Donc, après les gens vont dire ouais mais ce Alex, il a le pied lourd. C'est comme ça qu'on teste une auto. Voilà. Bon, je crois que la Bel Air 56, bon, bah, forcément par rapport à la Mustang. Ouais, ça accélère un peu moins. Voilà, c'est ça que tu peu voulais moins, dire. Voilà, mais ouais. c'est pas la même utilité. Ça, c'est la voiture familiale. Ça, tu vas dans un diner ici, là-dedans, bah, tu fais partie du décor, quoi. Exactement. Ça rappelle vraiment les années diner. Hein, c'est assez cool. Ouais, c'est notre philosophie. De toute Voilà. façon, c'est pour ça que les constructeurs faisaient plein de voitures différentes. Puis c'est pas la même génération non plus. Elles ont 10 ans d'écart quand même. Donc, mais c'est bizarre parce qu'aujourd'hui, 10 ans d'écart. Quoique, remarque, non, si, j'allais dire une 10 ans, connerie. c'est énorme. 10 ans, c'est énorme, même énorme. aujourd'hui. Mais est-ce qu'on peut considérer que l'ère des caisses modernes est vraiment arrivée
quoi, dans les années 90, 2000, où il y avait vraiment, où on sentait vraiment une grosse différence, ou années 80. 80, c'était la révolution automobile, on est passé sur des nouvelles technologies. Bon, plus ou moins au point, hein, Ouais. bah, c'est normal, c'est le début. Toutes les technologies. Ah, plus de micro encore, ouais, j'en ai marre. Tu l'as pas remis? Bah si, je l'ai remis, bien évidemment. Et il saute. Ah. Ah ouais, mais c'est... Trahi par le matériel, va falloir Parce que tu le mets en poche, c'est pour ça. Je mets en poche. Très bien, bah, Bon, bref, donc, tout le monde voilà, s'en donc- fout de ce que je raconte. Non, non, Voilà. mais justement, effectivement, il y a eu beaucoup d'évolutions. Yes, Jenny, une question? Mais bien sûr, Alex, can you pop the Ah hood, non, mais je te please? laisse faire. Où est-ce que vous voulez? Gérer, C'est mon attends, si, cadeau? Je te laisse gérer jusqu'au Alors, bout. voyons voir. Oh là là. Oh, d'accord. Bah voilà, tu vois que d'y arriver. C'est pas si dur. Non, mais j'ai un truc spécial avec le live quand il faut que j'ouvre un capot. Donc là, c'est 100% dans son jus. C'est cool, hein. Moi, j'aime bien comme ça aussi. Ils ont même l'entonnoir, tu sais, de série. Ouais. Entonnoir de série. Ouais. Non, mais c'est cool. Ouais. Tu sais, j'ai mon Impala 62 que j'avais, qui était dans son jus. Quand je l'ai acheté, elle était exactement comme ça. À ce point-là? À ce point-là. Ah À ce ouais. point-là. Le moteur était tout d'origine, vraiment dans son jus. Et j'ai roulé comme ça des années et des années. Bon, je mettais un peu d'huile de temps en temps. Ouais. Hein, mais elle me fonctionnait à merveille et j'allais partout avec. Et puis voilà. Bon, Ouais. après, il y a eu des légères petites améliorations, Non, on appelle ça Ah. des condamnations. des condamnations. Mais j'aime bien moi, quand c'est dans son jus. D'ailleurs, est-ce qu'on passe un bonjour à Elder? Bah, Elder, si tu nous regardes, Elder j'espère que qui tu a vas eu bien. Il m'a envoyé un petit l'extrême message, chance. je l'ai malheureusement pas vu et j'ai malheureusement zappé, mais on pense à toi, frérot. Alors Elder, Et voilà. il a acheté la caisse d'Alex quand on a décidé de venir ici aux États-Unis. Donc l'Impala 62 d'Alex, Cabriolet. 4 pompes hydrauliques, combien de batteries? Je sais plus, 6, 8, je sais plus. 8? Bah Non, oui, tu avais six. dit 4 pumps, 8 batteries. Ouais, Forcément, je sais tu avais au moins 2 batteries par... Un 350 refait aux petits oignons, tout poli, Ouais. tout chromé, peint candy, enfin tout le cinéma quoi, ouais, gros projet. Il en prend vraiment soin, je suis très content que ce soit lui qui l'ait. Elder, tu peux nous mettre sur Community des photos, tu nous fais un post avec les Ouais, c'est photos vrai que j'en de ai la même caisse. pas. Elder, franchement, j'ai quelques photos qu'on a fait de nos sorties, mais vraiment sporadiques. Je serais vraiment Ouais. content de voir, d'avoir des photos de mon ancienne voiture. Ouais. Voilà. Et donc moi la mienne, c'est Eduardo qui l'a, mon Ouais, tatoueur, toi, t'as des notre photos sur tatoueur. Instagram toutes Bah les oui, semaines, parce dans les que clips Eduardo, vidéo et alors tout. Eduardo fait des clips, donc Eduardo fait du hip-hop et c'est un tatoueur, c'est lui qui a fait ce Coluche. Donc voilà, pour tous ceux qui disent mais qui sait c'est ton père ou qui voient pas bien, parce qu'ici aux États-Unis comme il n'est pas connu, les gens me demandent si c'est mon père. Donc voilà, bravo parce que bah, les gens savent, tous les Français savent que c'est Coluche, donc ça veut dire que c'est bien fait. Donc voilà. Hein, et puis qu'est-ce qu'on veut dire d'autre? Bah, c'est tout, je crois. Hein Hein. It's On a a- wrap. Voilà. It's a It's wrap. a wrap. Excellentes vacances à tous ceux qui sont en vacances. Yes. Voilà. Happy birthday. Merci à tous. N'hésitez pas à nous envoyer un message. C'est le bon moment pendant que vous êtes en vacances de commencer à fouiner un petit peu sur ce qui vous ferait plaisir, prendre le temps d'échanger avec nous, d'échanger des annonces avec nous. Parce que c'est pas au moment où ça va être le rush de la rentrée que vous allez vous dire ah tiens je veux une voiture. C'est toujours le bon moment. Donc vous nous envoyez un message, vous pouvez nous envoyer vos coordonnées. Si vous avez des annonces à nous envoyer, vous nous envoyez les annonces. Alors pas des copier-coller mais des liens, comme ça on peut cliquer dessus, on peut vérifier. Et nous on fait le travail ici, on téléphone pour vous, on va sur place, on vous la montre en visio. Et bah, si c'est tout est ok, on valide. Si c'est pas ok, on valide pas. On ne facture pas le déplacement et on va en voir une autre pour vous. Voilà. Alright Alex? T'as tout dit. It's a Très wrap. bien. Allez, happy Mec. birthday. 25 ans. Allez bien, on va aller Voilà, boire un coup. 26. Ah oui, 26, c'est vrai. Allez, Ciao. tchuss!